Donc nous allons commencer donc la première table ronde, en fait la première partie de la première table ronde qui concerne donc le REX projet BIM régional 9. Alors m'ont rejoint sur scène tout d'abord donc Déborah Turquetil qui en fait représente le centre hospitalier Bretagne Atlantique et donc qui représente la maîtrise d'ouvrage sur cette opération, donc sur la construction de l'hôpital de Josselin dans le Morbihan. Nous avons donc Alexis Delso de AEGA Prodware, qui donc est assistant maîtrise d'ouvrage sur cette opération. À côté, nous avons Élodie Gury, architecte de l'agence architecte Compère et compagnie. Et enfin, Noureddine Chili, qui est BIM manager de l'opération pour Aegis Bâtiment Centre-Ouest. Donc merci à vous d'avoir répondu présent tout d'abord. Madame Turquetil, est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement le projet en fait du centre hospitalier de la construction du centre hospitalier de Josselin? Donc 218 chambres et 6 places d'EHPAD, d'unités de soins longue durée. Il accueillera aussi un SIAD, donc l'accueil à l'aide à domicile en fait, et un accueil de jour de 6 places. Le pôle administratif, le pôle technique et logistique, l'office central. On déconstruira 4 bâtiments importants aussi. Donc le bâtiment, la reconstruction et la démolition correspondent à 20 millions d'euros de travaux hors taxes. Le gros œuvre a démarré en juin 2020 et sera réceptionné en mars 2023. Donc les travaux de démolition puis les aménagements extérieurs, le parc et les jardins seront eux construits sur 2023-2024 sur 12 mois à la suite du déménagement. Vous me disiez que dans le cadre d'un projet hospitalier, ce n'était pas nécessairement un projet très complexe. Non, la construction d'un EHPAD n'est pas spécialement compliquée techniquement. Ce ne sont pas des blocs opératoires, ce ne sont pas des réanimations. Donc en soi, c'est un bâtiment complexe parce qu'on est en site occupé. Et c'est un bâtiment complexe parce que c'est un montant assez conséquent de travaux. Et c'est un projet complexe parce qu'il se construit en site occupé. Nous, notre rôle a été d'écrire le cahier des charges BIM pour le centre hospitalier et donc de retranscrire principalement les objectifs qui sont la gestion de projet, la communication, la maquette DOE telle que construite et principalement aussi la gestion technique du patrimoine. Du coup, pour répondre à ces objectifs définis dans le cahier des charges BIM, on a scindé notre mission en 2 parties. Une partie qui concerne la conception. On a rédigé avec tous les intervenants une convention BIM conception. On a retranscrit les cas d'usage pour répondre à ces objectifs définis dans le cahier des charges. Et après, donc, en phase exécution, donc, on a mis à jour la convention BIM avec les entreprises en mettant en place des protocoles BIM spécifiques à l'exécution pour répondre à un ensemble de cas d'usage pour la phase exécution et remettre une maquette DE à la fin. Donc, si on passe au diapo suivant, donc, on a scindé donc, la maquette projet en phase conception. Selon les intervenants, on a une maquette architecture, une maquette structure qui englobe la partie béton, charpente métallique et charpente bois, et une maquette en ensemble de modèles pour la partie technique, CVC, plomberie et ELEC. Donc on a utilisé le format IFC OpenBIM pour tout ce qui est partage de maquettes, puisqu'on était sur des logiciels différents. En phase exécution, donc pour le diapo suivant, on a donc une répartition par lot. Pour les modèles métiers, on voit donc la maquette archive VRD, grosse œuvre charpente métal et charpente bois, une maquette CVC, une maquette plomberie, une maquette fluides médicaux, une maquette qui englobe les équipements cuisine, une maquette ELEC, CFA, CFO et une maquette ascenseur. Et dans la même démarche, en partageant les modèles en format IFC, on a mis en place un ensemble de protocoles qu'on va citer après. Merci.
Merci pour cette présentation. Madame Turquetil, je vais d'abord me tourner vers vous et je vais vous poser la question suivante. Pourquoi avez-vous fait le choix d'une démarche BIM sur ce projet de construction? Alors c'est vrai que vous m'aviez parlé d'une première expérience dans le BIM qui s'était révélée positive. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. En fait, j'ai auparavant travaillé au CHU de Rennes, à la direction des travaux aussi. Et mon dernier projet sur le CHU de Rennes a été la construction du centre de soins dentaires. Et la direction des travaux avait souhaité en fait développer l'outil BIM au sein de notre gestion de patrimoine. À l'époque, Rennes gère 300 000 m² de patrimoine. Donc cette opération était intéressante tant sur l'exécution que sur l'exploitation en fait. Donc nous, en tant que maître d'ouvrage, on construit et on exploite nos bâtiments. Donc l'essentiel pour nous, c'était d'avoir un outil de gestion du patrimoine. Donc, on avait donc réalisé ce projet de centre de soins dentaires en maquette BIM, ce qui nous permettait finalement, comme on construit en 3D, on conçoit aussi en 3D, et effectivement d'avoir le projet au cœur de nos différents intervenants. Je trouvais ça plutôt assez fédérateur, plutôt que d'être chacun dans son domaine avec ses petits plans et après se les partager. Donc c'était tout de suite tourné sur le projet. Ça c'était intéressant et finalement en phase d'exécution j'avais vraiment vu la maquette BIM ressemblait exactement à l'exécution. D'accord. Et après l'objectif étant de développer aussi les outils en interne pour entretenir. D'accord. Donc en fait, là, votre objectif réellement premier, c'est d'utiliser la maquette numérique en exploitation-maintenance. C'est ça que vous dites. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans l'un des objectifs, les cas d'usage dans la convention BIM d'exécution, on retrouve ce cas d'usage maquette tel que construit, qui est un sujet dont on parlera certainement un peu plus tard. Alors, est-ce que pour vous, c'est un one-shot ou vous pensez généraliser? Non, l'objectif, c'est bien qu'on ait d'autres projets au sein du groupement hospitalier, parce que le centre hospitalier de Vannes gère 200 000 m². Le groupement hospitalier se compose de 7 autres sites, donc on a un patrimoine assez conséquent, autour de 300 000 m² aussi. Donc l'objectif, c'était aussi de s'entraîner, entre guillemets, sur un premier projet. Il fallait qu'il soit suffisamment conséquent pour que ça en vaille la peine, pour qu'on ait aussi des intervenants qui sachent y répondre. Entre guillemets, j'accepte d'essuyer les plâtres sur cette opération-là, qui n'est techniquement pas trop complexe, mais qui a suffisamment de matière pour qu'on ait des discussions de synthèse et de construire aussi notre première charte, en fait, voilà, qui, à mon avis, sur les prochains projets, sera enrichie. D'accord. Donc, voilà, on avance au fur et à mesure, c'est itératif. Et l'objectif, c'est bien qu'on s'entraîne sur un projet techniquement peu complexe pour nous, mais qu'on puisse le développer sur nos sites plus compliqués à Vannes ou à Auray. D'accord, donc la volonté de réitérer l'expérience et de la concrétiser sur les autres projets. Un point de vigilance peut-être, vous m'aviez parlé, parce que tout à l'heure je crois que c'est M. Zapata qui parlait, ou M. Le Toff, je ne sais plus qui, parlait de la maturité des intervenants, peut-être de la complexité, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de maturité dans le BIM. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à faire sur ce sujet-là ? Oui, c'est vrai que sur la première expérience au CHU de Rennes, c'était une entreprise générale qui avait construit le projet. Donc, c'est aussi des entreprises qui mettent les moyens sur des outils un peu innovants. Et on avait co-construit la charte ensemble. Donc, ça avait été géré dans son ensemble aussi. On n'avait qu'un seul interlocuteur. Et là, la difficulté, entre guillemets, ou la vigilance à avoir, c'est d'être présent aussi à toutes les étapes. Parce qu'on est encore d'états séparés. Là, on est encore d'états séparés, oui, c'est ça. Donc, on a on a écrit la charte en cours de programme, en cours de conception, plutôt en cours de conception. Et ensuite, on a mis en lot séparé cet objectif à atteindre, qui était la maquette BIM. Donc, c'était une condition pour pouvoir répondre au marché. D'accord. Et après, voilà, il faut rester vigilant aussi sur le niveau de compétences et de ressources en interne de ces entreprises,
Donc on est appuyé par la maîtrise d'œuvre aussi, on s'est mis d'accord en amont pour dire certains lots auront plus de difficultés que d'autres. Mais moi je considère qu'en tant que maître d'ouvrage, c'est à nous aussi de porter ces projets-là innovants et d'accompagner, qu'on soit accompagné nous en interne, mais qu'on accompagne aussi les entreprises à développer cet outil. Alors vous êtes accompagné donc sur cette opération d'un assistant maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? En essayant de simplifier, c'est un peu complexe quand même de rentrer dans cet outil qui est pour moi un peu informatique. Ce n'est pas forcément de mon cœur de métier, c'est absolument pas mon cœur de métier. D'une part, moi je gère des opérations de travaux, je ne gère pas la maintenance. Et je suis donc des opérations de travaux et je n'utilise pas forcément les outils informatiques. Donc l'objectif étant qu'on exploite la maquette, donc qu'elle corresponde à un besoin d'exploitant et qu'on ait aussi une montée en compétences en interne pour qu'on puisse l'utiliser, l'exploiter. Enfin, de toute façon, au résultat, on aura une maquette, le DOE sera une maquette numérique. Donc moi, j'avais besoin d'avoir un assistant qui sache comprendre l'exploitation d'un bâtiment hospitalier et qui parle aussi aux informaticiens. Monsieur Delceau, donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quoi a consisté votre mission d'accompagnement sur ce projet? Alors, la principale mission d'accompagnement au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est de définir les différents objectifs qu'il faut atteindre sur la maquette numérique afin d'avoir un DOE qui est exploitable par tous les services de maintenance, aussi bien des petits travaux que de la maintenance CVC ou fluides médicaux et des différents équipements. Donc le but de cette assistance, c'est de coordonner les différentes équipes du centre hospitalier afin de connaître tous leurs besoins au niveau de la maintenance. Alors on ne peut pas connaître effectivement tous les métiers de la maintenance, mais le but avec ces réunions, c'est de retranscrire quels sont les paramètres qui pourront être utilisés dans la maquette numérique. Si nous avons juste une maquette numérique avec aucun paramètre, cela n'est d'aucune utilité. Et donc, c'est aussi d'accompagner les différentes entreprises ou de leur donner les indications afin de remplir tous ces paramètres pour qu'à la fin, nous ayons une maquette DOE telle que construite, mais aussi renseignée afin qu'elle puisse se brancher sur des logiciels de gestion de patrimoine. Votre mission d'accompagnement se prolonge en fait en phase exé, si j'ai bien compris. Donc encore aujourd'hui, vous accompagnez la maîtrise d'ouvrage pour des prises de décision, pour vous assurer que jusqu'à la fin, le produit fini, le produit reçu est en adéquation avec ce qui a été demandé. C'est bien ça? Tout à fait. Et il s'agit aussi d'accompagner la maîtrise d'ouvrage sur les logiciels techniques qui seront utilisés et de valider justement ces accompagnements techniques afin que la maîtrise d'ouvrage puisse exploiter non pas qu'un seul bâtiment, mais aussi tous les bâtiments qui seraient réalisés dans le futur. D'accord. Est-ce que vous avez un point de vigilance, un frein, quelque chose, une difficulté rencontrée, ou oui, voilà, quelque chose à nous partager, un retour d'expérience en fait sur votre partie assistance maîtrise d'ouvrage? Le point de vigilance pour toutes les personnes qui sont présentes ici, je dirais, c'est de remplir au fur et à mesure la maquette numérique des données et de ne pas attendre la phase DOE afin de ne pas perdre du temps. Puisque plus on remplit la donnée graduellement, plus en fait on va perdre moins de temps en phase DOE. Donc il est vraiment important d'avoir ce point de vigilance. Après, au niveau de la coordination sur les échanges IFC ou autres, si vous en avez déjà entendu parler, les échanges du coup, l'interopérabilité autour du BIM, cela se passe très bien dès lors où on a fixé les règles dès le départ. D'accord. Madame Turquetil, donc vous allez obtenir à la fin de ce chantier une maquette, GMAO. Quel changement cela va-t-il induire dans votre organisation interne, vos méthodes de travail? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, peut-être que vos services techniques ne sont pas encore prêts ou se préparent peut-être à accueillir cette maquette. Donc oui, le choix au démarrage de Jocelyn de se dire on veut la maquette numérique en tant que DOE, ça nous implique aussi sur la suite. Ce qui veut dire qu'ensuite on s'engage à faire les autres projets sous ce même format-là.
et qu'on est en capacité d'exploiter les maquettes. Donc se donner les moyens d'avoir des dessinateurs qui montent en compétences aussi et qui apprennent le logiciel Revit, d'avoir des techniciens qui sachent lire aussi la maquette, des dessinateurs qui sachent aussi la modifier. Donc on a besoin de monter en compétences en termes de formation, d'avoir des outils informatiques qui soient capables et compatibles d'utiliser le logiciel Revit, ce qui n'était pas aujourd'hui possible. Donc hier et avant-hier, les dessinateurs se sont formés, pour exemple. Voilà. Donc on est dans cette dynamique pour qu'au mois de mars 2023, à la livraison du bâtiment, on soit prêt à recevoir la maquette et l'exploiter au sein de notre outil aussi GMAO. Est-ce qu'il a été choisi, cet outil GMAO, ou pas encore? Justement en cours de changement. Donc on a fait notre charte BIM avec un certain logiciel GMAO, mais le nouveau choix imposera aussi sa compatibilité avec le logiciel BIM. Puisque le BIM étant une base de données, il faut qu'on soit en capacité de basculer d'un logiciel à un autre. Dernière question, en fait, pour la maîtrise d'ouvrage, encore une question pour Madame Turquetil. Est-ce que vous avez un point de vigilance, vous voudriez mettre en lumière, quelque chose qui vous a étonné finalement, que vous attendiez peut-être du BIM, et finalement, il y a un point de vigilance, c'est pas parce qu'il y a du BIM qu'il ne faut pas faire nécessairement attention à certaines choses. En fait, je vous avais dit que je m'attendais à ce qu'il y ait moins de marteau-piqueurs, en fait, pour les reprises de réservation, et en fait, il y en a quand même. Donc voilà, moi je m'attendais à... C'est ce qu'on m'avait dit, il y aura moins de marteau-piqueurs parce qu'on anticipera mieux, on verra les conflits en 3D, donc forcément on ne changera pas les implantations des réseaux en cours de route. Et en fait, il faut quand même aussi que le bâtiment s'adapte. On a aussi des modifications en cours de route, donc il y a aussi du marteau-piqueur encore. Il y a encore des conflits de réseau. Ça ne résout pas tout parce que ce n'est qu'un outil en fait. Il faut le prendre pour ce que c'est. Donc ce n'est pas la synthèse des réseaux. Ça ne va pas tout faire. Non. Ça ne va pas dire au bon moment non. Quelle réservation il faut faire. Il faut l'anticiper en tout cas. Donc le sujet de l'anticipation, pour éviter le marteau-piqueur, je pense que c'est un sujet d'anticipation et donc de préparation de la synthèse à mon avis. Mais ça ne résout pas ces problèmes-là de conflit et d'interface de réseau. D'accord, donc un point de vigilance, c'est garder quand même de la tension sur le management, sur la préparation de travaux, ne pas se dire que le BIM va tout résoudre en fait. Monsieur Chili, donc la maîtrise d'ouvrage a exprimé ses objectifs donc, par l'intermédiaire de son cahier des charges. Vous avez eu la mission du BIM management pendant la phase de conception. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi ça consiste, comment ça s'est passé? Alors en fait, nous, dès lors qu'on a un cahier des charges BIM, donc on a fait une première réunion avec l'équipe maîtrise d'œuvre pour rédiger la convention BIM et de mettre en place un certain nombre de cas d'usage pour répondre justement aux attentes du maître d'ouvrage et de définir les livrables qu'on doit fournir par phase qu'on sait que la maquette va évoluer selon les phases. Par exemple, en phase APS, donc on va livrer une maquette archi qui définit le bâtiment avec un ensemble de minutes et de zoning. En phase APD, on va commencer à mettre en place une maquette structure et les réseaux fluides. Et en pro, on va placer tous les terminaux et on va aller plus loin en détail sur la maquette structure, etc. Et en phase DCE, on initie tout ce qui est paramètres à destination du GMAO qui sont demandés par la maîtrise d'ouvrage pour permettre aux entreprises après d'avoir une base de modèle pour ne pas partir de zéro. Après, donc, toute cette définition dans la convention BIM nécessite à mettre en place un ensemble de protocoles de collaboration et un ensemble d'outils de collaboration, comme la mise en place d'une plateforme d'échange qui était croquis, pour justement avoir un lieu de stockage de la maquette, pour avoir l'unicité de l'emplacement de la maquette et à permettre aux différents intervenants d'avoir l'accessibilité à la maquette. Et puis, on a mis en place
un ensemble de protocoles d'échange sur la base du format IFC, parce qu'on a différents logiciels, donc on a défini les formats d'échange principaux qui est l'IFC, plus tout ce qui est DWG et PDF pour les vues en plan. Et on a défini la visionneuse qu'on va utiliser. À l'époque, c'était Tekla BeamSight, outil Trumbull. Et après, on est passé sur une autre visionneuse qui s'appelle BeamCollab, un produit de BeamCollab. D'accord. Voilà. Pendant le travail collaboratif donc avec les architectes pendant la phase de conception, est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés? Parce qu'on parle beaucoup des exports IFC, de l'interopérabilité. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que vous n'aviez pas le même logiciel. Oui, tout à fait. Donc, on n'avait pas le même logiciel, donc on ne pouvait pas travailler en closed beam ou en beam fermé. Donc, on était obligé de partir sur un format open, donc le format IFC. Et à l'époque, en fait, le projet, ça date de 2017, donc les logiciels n'étaient pas aussi adaptés que maintenant par rapport à ce format-là. Donc on a eu des difficultés au niveau interopérabilité, ce qu'a souligné M. Delceau aussi. Et du coup, donc, on a mis en place des protocoles d'échange entre Archicad et Revit pour déjà définir la classification IFC correspondant à chaque objet, pour que le logiciel puisse pouvoir lire et affecter quelle catégorie à chaque objet. Mais aussi, on a utilisé le format BCF pour les échanges des sujets au niveau des réunions de revue. Donc, on a monté une maquette sur une visionneuse, on compile tous les modèles, on regarde la maquette comme un outil d'aide à la décision, et après on partage un ensemble de sujets, des annotations sur la visionneuse en termes de format BCF. À côté de ça, donc, on a mis en place ce qu'on a appelé un modèle conteneur des vues en plan DWG, parce qu'on n'arrivait pas à obtenir un fond de plan archi propre à partir d'un IFC. Donc, la démarche nous a fait inventer cette méthodologie-là pour avoir un fond de plan archi correct pour les livrables 2D, pour les lots techniques notamment. On doit avoir un fond de plan archi propre. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je vais me tourner vers Madame Guéry. Comment a été appréhendé ce projet BIM dans l'agence? Est-ce que c'était le premier projet BIM ou est-ce que quelle est la maturité en fait de Architectes Compère et compagnie? Alors c'est le premier projet BIM dans le sens où il y a une volonté d'exploiter la maquette pour la GMAO ultérieurement. Maintenant, la culture de la modélisation 3D au sein de l'agence est une habitude de travail depuis toujours, je dirais, puisqu'on travaille sur le logiciel Archicad. L'aspect qui a nécessité une montée en compétence de notre part, c'est vraiment dans le respect de la classification pour que les échanges en IFC puissent se faire correctement, et également dans le paramétrage des informations, puisque autant sur certains corps d'état, les maquettes sont faites par les entreprises, autant pour les corps d'état du second œuvre, en fait, les propriétés vont être extraites sous forme de tableaux Excel, et les entreprises rempliront ces tableaux et ils seront réimportés dans la maquette en fait, pour la renseigner. Donc tout part de la maquette numérique architecte à ce niveau-là. Donc ça nécessite de notre part de questionner notre méthodologie de dessin et de l'adapter aux besoins d'information à obtenir. Ça remet en question certaines façons de faire et ça nous oblige à trouver des solutions quand on arrive à des points de blocage parce que le logiciel ne permet pas de tout faire.
Vous m'aviez parlé par exemple de la finition, de l'information de la finition dans un local finalement. Oui. Si les murs n'ont pas la même finition, comment on fait porter l'information des 2 types ou 3 types de finition? Voilà, c'est ça, parce qu'en termes de dessin, on ne peut pas non plus tout représenter en 3D. Donc à un moment donné, quand on doit renseigner des finitions murales, on ne va pas les dessiner. Donc il faut qu'on trouve des astuces, et là en l'occurrence utiliser le IFC Space, si je ne dis pas de bêtises, pour que ça puisse fonctionner. Oui, donc, et puis vous m'aviez dit que vous aviez mis les différentes finitions dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, il y a des façons de lire finalement la finition des murs pour comprendre qu'il y a plusieurs finitions. Et on sait quelle finition sur quel mur. Il y a toute une méthodologie pour que ça puisse être qu'il y a des limites finalement et exploité. Oui, tout à fait. Du coup, voilà, c'est un temps de travail assez considérable. On ne quantifie pas exactement parce que c'est un travail qui est encore en cours, puisque ces informations-là sont arrivées en cours de conception, et donc on travaille encore à préparer l'établissement des DOE. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une problématique rencontrée à un moment donné? Je vais revenir sur l'aspect interopérabilité des logiciels métiers, qui a posé quelques questions, qui a nécessité de notre part tout un travail de paramétrage de traducteurs d'exportation de Archicad vers des IFC, et où on s'éloigne de notre cœur de métier pour travailler plutôt sur des aspects informatiques. Donc un aspect un peu complexe de la chose. Ça c'était, j'ai envie de dire, à l'époque, ou ce serait encore un souci aujourd'hui? C'était à l'époque, et il semblerait que ça puisse être un souci aujourd'hui, d'après une dernière information récente. À travailler. Donc on va retravailler sur le sujet. Merci Madame Gury. Une dernière question pour vous. Pendant la phase exé, donc vous avez dit que c'était la maquette architecte finalement qui allait porter les informations du DOE. Donc j'imagine que cette maquette, elle est mise à jour au fil de l'eau pendant la phase exé. En effet, on met la maquette à jour régulièrement, puisque d'une part, elle servira de support au DOE des lots de seconde œuvre, mais c'est également depuis cette maquette que nous éditons tous nos plans et nos mises à jour de plans en cours de chantier. Et la maquette sert également à la synthèse. Alors, je remercie de nous avoir rejoint Éric Lerognon, qui est dirigeant du bureau d'études Fluiditech, qui a donc accompagné en fait F2E dans cette opération. Nous avons donc Nicolas Cormier, qui est BIM manager pour le groupe Angevin. Donc l'entreprise Angevin, donc entreprise de gros œuvres sur cette opération, et nous avons gardé Noureddine parce qu'il est également BIM manager sur la phase exé. Donc Noureddine, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous expliquer le processus BIM mis en œuvre pendant la phase exé? Les principaux cas d'usage, donc le premier, c'est la modélisation et extraction des plans 2D à partir de la maquette. Ça, c'est important pour avoir déjà une maquette mise à jour automatiquement et qu'il n'y a pas de ressaisie derrière, et que ça permet à la synthèse de s'appuyer sur cette maquette-là. Et du coup, j'arrive au deuxième cas d'usage, qui est la synthèse donc, et gestion du conflit à partir de la maquette. Après, le troisième cas d'usage important, c'est obtenir une maquette telle que construite. Du coup, on a mis en place un protocole de scan 3D pour vérifier que ce qui était construit est conforme à la maquette, et après faire du recalage si jamais il y a des décalages. Et à la fin, donc, associer un ensemble d'informations à la maquette au niveau géométrie de la maquette pour obtenir une maquette DEE qui va servir à la GMAO. Donc je parle de tout ce qui est propriété GMAO demandée par la maîtrise d'ouvrage, associer les fiches techniques et les fiches produits aux différents objets et différents équipements qui sont définis, et aussi associer une classification Uniforma 2, c'est une norme de classification qui va permettre
justement d'introduire cette maquette-là à un logiciel GMAO et permettre de filtrer les objets selon cette norme-là. Donc avec la maîtrise, avec la MOBIM, on a choisi cette classification-là parce qu'elle est universelle et donc tout logiciel du GMAO permet de lire cette norme-là. Après, on a mis un ensemble de protocoles pour répondre à ces cas d'usage-là. Par exemple, on a mis en place un protocole de gestion des réservations à partir de la maquette numérique pour justement échanger les réservations sur la base de maquettes. Ça va permettre donc aux grosses œuvres d'avoir toutes les réservations sur la maquette et aussi à la synthèse de vérifier que les passages des réseaux ils sont bien définis selon la maquette de grosses œuvres qui contient les réservations. On a mis en place un protocole de gestion des classifications IFC et la classification Uniforma 2 parce qu'on s'est rendu compte que le niveau de maturité entre les entreprises n'est pas le même. Donc forcément, il faut adapter la démarche par rapport au niveau de maturité. Et c'est pour cela qu'on a commencé à réaliser un travail de classification et de renseignement sur une portion de la maquette. On a choisi une chambre témoin. On a dit qu'on va appliquer toute la démarche jusqu'au bout. Sur ce bout de maquette et comme ça on valide toute la démarche avec tous les intervenants et une fois que c'est validé ça sera généralisé sur toute la maquette au fur et à mesure et on ne va pas attendre justement la remarque de M. Delceau, on ne va pas attendre le DOE pour remplir les paramètres. Et pour pouvoir communiquer et collaborer, donc la cellule de synthèse a mis en place un serveur BCF ou un espace de gestion des BCF Tremble Connect pour pouvoir échanger les sujets et il s'appuie sur la maquette format IFC sur un logiciel de détection de clash Naviswork pour justement dérouler au moment de la réunion et montrer les différents clashs. Et puis pour tout ce qui est gestion des documents et dépôt de maquettes pour visa, etc., on a mis en place une solution EGIS qui s'appelle SGTI pour le partage et comme jet de gestion des documents. Ce que je peux dire, donc, ce qu'on a rencontré comme difficulté, justement, c'est par rapport à l'interopérabilité entre les différents logiciels et savoir que les différents logiciels ne gèrent pas l'IFC de la même façon. Et donc, on a gardé le même principe qu'on a mis en place en phase conception, c'est d'avoir un IFC donc, de la maquette archi et une maquette conteneur des différents DWG, mais aussi on a retranscrit une troisième maquette pour tout ce qui est espace et les pièces archi pour pouvoir avoir un support fiable pour ces objets-là, parce qu'en fait tout le monde parle de pièces. Dans les pièces, on a mis les différentes finitions, les différentes attentes du programme, et aussi on a mis tous les paramètres qui vont être après renseignés par les lots architecturaux. Par rapport au temps de la phase de préparation, tout ça, est-ce que a fait que vous avez, pour vous, une phase de préparation de ce type de projet, c'est le même temps qu'une phase de préparation classique, ou vous diriez que ça a été un peu plus long? Alors oui, justement, il faut être vigilant par rapport à la définition du planning de préparation et la période des études d'exé. Il faut dire que cette période-là, elle est plus longue qu'une démarche classique s'appuyant sur les plans 2D, parce que ça diffère au niveau de maturité des entreprises. Donc forcément, il y a des entreprises qui vont débuter à utiliser la maquette, et puis ils doivent se préparer leur gabarit, etc., pour pouvoir modéliser. Mais aussi, même pour le pilote de synthèse, il doit adapter, donc il doit choisir la méthode
la plus convenable pour justement animer les réunions de synthèse, parce que forcément, et si on choisit, on impose une façon de faire, peut-être que ça ne va pas être bien repris par les entreprises et du coup, ça ne va pas être fluide au niveau enchaînement des réunions de synthèse. Parce qu'il faut savoir que les réunions de synthèse, ils se tiennent généralement tous les 15 jours. On traite une zone, après on part sur une autre zone, le temps que cette zone-là soit reprise par les entreprises. Donc c'est un enchaînement de cycles. Et si on ne retrouve pas le bon moyen et la bonne façon d'utiliser la maquette, on ne peut pas y arriver à traiter tous les sujets. D'accord, donc il y a une montée en compétences aussi dans cette préparation de chantier. En fait, il faut se mettre en route, il faut mettre les troupes en route. C'est ça. Pour réussir cette préparation. Monsieur Cormier, vous êtes donc le référent BIM pour le groupe Angevin. Alors, vous n'avez pas participé à la phase de préparation de chantier du CHU de Josselin, puisque vous êtes arrivé dans l'entreprise et le gros œuvre avait déjà commencé. Comment a été appréhendé le BIM chez vous, dans votre groupe, sur ce projet? Et avez-vous justement un retour d'expérience à nous partager? Sur ce projet-là, on a sous-traité la maquette et les plans d'exé à un gros bureau d'études structure extérieure, très connu en Bretagne, qui a la mauvaise habitude de travailler d'abord en 2D et ensuite de monter sa maquette en 3D. Donc je ne l'apprends pas, mais ça marche rarement bien. Même avec les meilleurs projeteurs, on a toujours des erreurs. Donc sur cette opération-là, ça n'a pas trop bien fonctionné. Mais ça nous a surtout appris qu'il faut absolument quelqu'un sur place pour faire le lien entre la maîtrise d'œuvre, les entreprises et le chantier. Quelqu'un qui va faire la traduction un petit peu de ce langage informatique dont on parlait tout à l'heure. Moi, du coup, je n'y ai pas participé, mais ce que j'ai comme retour d'expérience de nos conducteurs de travaux, c'est que c'était souvent perdu et qu'ils ressortaient de réunions en se demandant ce qu'ils avaient entendu et même ils n'avaient pas forcément compris et c'est eux qui devaient faire le lien avec notre bureau d'études structure et du coup, la communication est complètement coupée parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent transmettre. Alors là, derrière, le bureau d'études ne comprend rien non plus et on est perdu. Donc c'est surtout ça comme retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il faut absolument un coordinateur BIM ou quelqu'un qui connaît le langage du BIM à mettre sur une opération comme ça. Donc j'ai envie de dire, vous avez essuyé les plâtres sur ce projet, mais depuis, vous avez mis en place des solutions. Depuis, on a quelqu'un qui intervient dès l'appel d'offres pour comprendre les besoins et qui suit les projets en phase conception, exécution et SDOE. D'accord, donc vous, aujourd'hui, vous intervenez sur les projets BIM du groupe Angevin. Oui. Donc c'est, par exemple, vous participez aux réunions de lancement, vous me disiez, aux réunions de revue de maquette. En fait, vous êtes le lien, finalement, le sachant BIM, voilà. C'est celui qui peut traduire un peu les demandes de la maîtrise d'œuvre. D'accord, très bien, je vous remercie. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, en quoi a consisté ton accompagnement? Comment tu as procédé pour justement à la fois faire du travail en exé, des maquettes, mais aussi aider à la montée en compétences de F2E? Oui, nous, on est un bureau d'études, donc a priori, la phase exé ne nous intéresse pas de par notre métier, mais ça fait 6 ans qu'on utilise la maquette BIM, et il y a 1 ou 2 ans, on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas faire part de notre expérience aux entreprises. Donc on a agi avec F2E, je dirais. On n'a heureusement pas eu l'expérience d'Angevin avec une déconnexion entre les BE. Nous, dès l'appel d'offres, en fait, on a discuté avec F2E pour savoir comment on pouvait apporter la bonne réponse au regard du niveau de maturité qui était présent déjà chez F2E et puis avec nos compétences. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout au long du projet, on a accompagné les équipes d'F2E dans la formation, dans l'interprétation, la compréhension de la donnée informatique. Tout à l'heure, je sais qu'un architecte était sur cette thématique qui fait peur aussi. Le troisième point qui est pour nous très important dans cette démarche, c'est qu'on a fonctionné en maquette centrale. On a mis en place un VPN. Et en fait, toutes les équipes, que ce soit d'F2E ou de Fuditech, étaient en complète interopérabilité. Et ça, c'est extrêmement efficace.
Alors, c'est pas simple, hein, je vous avoue que sur Revit, avec des VPN, c'est un peu complexe, mais on a réussi et on sait le faire. Hein. La quatrième mission a été l'enrichissement et l'enrichissement de la data, parce que c'est toujours pas fini. Hein. On a encore quelques données à renseigner. Et là, bien évidemment, notre mission, elle est importante parce que je pense que la data, c'est quelque chose de nouveau dans ces process de la construction. Et pour autant, comme le disait la maîtrise d'ouvrage, c'est extrêmement important pour après. Donc il est pour nous important de soulager les équipes opérationnelles comme F2E qui ont vraiment dans la phase chantier un peu le nez dans le guidon. Et ça me paraît important pour l'instant que ça soit délégué à des personnes qui peuvent avoir remonté la tête. Et enfin, le cinquième point qui a été parlé depuis le début dans la bouche de tout le monde, je pense, c'est le TQC, le tel que construit. Et alors là, je veux apporter une expérience qui est vraiment une innovation, parce que moi, j'ai une double casquette, vous me reverrez cet après-midi avec la casquette Bimeo, et on est en train de prototyper un process de relevé tel que construit à partir d'un nuage de points, mais en fait qui est un micro-nuage de points issu d'une tablette, de l'iPad Pro entre autres. On a fait un premier test avec l'équipe et ça marche bien. En fait, on ramène ces micro-nuages de points dans la maquette et on la compare aux éléments de conception pour ensuite fournir à la maîtrise d'ouvrage le niveau de précision suivant des critères qualité définis. Donc ça, c'est vraiment un point important qui avait été décidé dès l'appel d'offres. Hein. Ça avait été discuté avec Sébastien Legal de F2E. Et donc, on est en train de réussir notre pari. On expérimente sur Josselin. J'espère qu'on va le renouveler sur bien d'autres chantiers. Voilà, Anne. Merci beaucoup, Eric. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants.